Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du Rapporteur. Dans la première partie, nous allons regarder l'état de la guerre en Iran. Notamment, Trump vient d'annoncer un nouveau cessez-le-feu d'une durée indéfinie. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une fin des hostilités ou la reprise de ceux-ci? Et en deuxième partie, on va regarder les manifestations qui ont lieu au Japon et de la potentielle guerre qui s'en vient en Taïwan. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc oui, ce matin, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, mais l'Iran a attaqué 2 navires commerciaux. Donc, comment vont les négociations pour arrêter la guerre? Ouais. Je le rappelle d'ailleurs, il y a 2 semaines de ça, alors que les hostilités étaient à leur plus haut, Trump, le président américain, avait déclaré un cessez-le-feu d'une période de 2 semaines. Donc, si on fait les maths, période de 2 semaines, 2 semaines ont passé. Donc oui, le cessez-le-feu finissait officiellement aujourd'hui. Et évidemment, il y a eu plusieurs partis qui avaient des craintes que, justement, les hostilités allaient reprendre de manière disproportionnée. Trump lui-même avait posté sur Truth Social que si les Iraniens n'allaient pas capituler à toutes ces demandes, il allait éradiquer le territoire au grand complet. En résumé. Donc les gens s'attendaient à une montée des hostilités. Mais finalement, non. En fait, Trump a posté aujourd'hui sur Truth Social, based on the fact that the government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly, and upon the request of Field Marshal Asimir Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and, in all other respects, remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded, one way or the other. President Donald J. Trump. On va revenir à ce post-là parce que celui-ci révèle beaucoup d'informations. Mais essentiellement, le président Trump a annoncé un nouveau cessez-le-feu d'une durée indéterminée. Donc, on est parti d'une période de 2 semaines de cessez-le-feu à une période potentiellement infinie. Et là, la question est, est-ce qu'on peut voir ça comme un signe de progrès vers la paix? Est-ce que c'est un signe de confiance entre les parties? De mon analyse, je dirais non. Tout le contraire, en fait. D'abord, il faut comprendre à quoi sert un cessez-le-feu en temps de guerre. Parce que souvent, les gens entendent cessez-le-feu puis accordent ça à la paix. Non, non, c'est un état temporaire. Mais la situation est la suivante. Les États-Unis cherchent à avoir des négociations avec l'Iran pour conclure la guerre. Sauf que le protocole de guerre est clair. C'est que si on veut avoir des négociations ou que des négociations sont en cours, ils ne peuvent pas avoir lieu si les hostilités ne sont pas mises en arrêt. Parce que sinon, c'est impossible. En temps de guerre, chaque coup commis contre ton adversaire doit être répondu avec un niveau de violence égal ou supérieur. Ce qui amène justement à l'escalade du conflit. Donc, on augmente la violence, on augmente la violence, on augmente la violence. Et plus que le niveau de conflit augmente, plus que les demandes pour arrêter la guerre vont être élevées. Et donc, le cessez-le-feu sert justement à stagner ce niveau de violence, le garder fixe pour permettre aux deux parties d'analyser les dommages, autant monétaires que sociaux, et faire leurs demandes en conséquence. Or, si le niveau de conflit continue d'augmenter en temps réel, ça fait en sorte qu'il ne peut pas vraiment y avoir d'accord qui peut se tenir. Parce que, imaginez le scénario suivant, l'Iran demande réparation pour les dégâts de la guerre, les États-Unis acceptent, mais juste avant que la paix soit déclarée, les forces américaines bombardent une autre université. L'Iran veut ramener tout le monde à table pour demander réparation. Les États-Unis refusent et tout s'écroule. Donc, en d'autres mots, un cessez-le-feu, c'est un peu comme le moment où est-ce que tu peux sortir la facture, l'analyser, puis payer chacun des frais sans que d'autres se rajoutent à chaque minute, essentiellement. Donc, dans ce cas-ci, il y avait déjà un cessez-le-feu en cours de 2 semaines. Mais le processus de négociation entre les deux parties était beaucoup trop inefficace. Pas les discussions eux-mêmes, mais le processus par lequel il fallait passer pour que tout le monde se rassemble à table. C'était beaucoup trop long. On va en reparler plus tard, la raison de pourquoi, mais bref, c'était irréaliste qu'un accord soit signé en 2 semaines. C'était pas assez de temps. Donc là, le président Trump a mis un nouveau cessez-le-feu avec un timer illimité.
pour donner plus de temps, en fait, donner tout le temps nécessaire à la prochaine round de négociation. Sauf qu'en faisant ça, ça a gravement diminué la valeur du cessez-le-feu en tant que tel. Parce que, essentiellement, un cessez-le-feu, c'est pas quelque chose de tangible. C'est fictif. C'est comme un ami imaginaire. Ça peut seulement exister si les deux parties croient à son existence et le prennent au sérieux. Et une façon de le rendre plus tangible, en quelque sorte, aux yeux de tous, c'est justement de lui donner une date limite. Parce que, soudainement, ça crée un sentiment d'urgence, ça devient un but à atteindre, ça force à devenir une priorité pour les deux parties. Mais en enlevant ce temps limite-là, soudainement, le statut de cessez-le-feu devient juste un élément ambiance. C'est dans l'air, mais sans plus. D'ailleurs, c'est un principe en psychologie qu'on appelle l'effet de clôture ou clôture cognitive. Essentiellement, l'esprit humain a plus de facilité à visualiser un concept quand il y a un début et une fin. Donc, il est clos, plutôt que de supporter l'ambiguïté ou l'incertitude. D'ailleurs, l'ambiguïté et l'incertitude, c'est pas mal les thèmes de cette guerre-ci, je dois dire. L'autre chose qui aide à supporter un cessez-le-feu, c'est quand les deux parties le respectent. Or, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, alors que le président Trump avait déclaré l'extension du cessez-le-feu, l'Iran a attaqué 2 navires commerciaux. Et juste avant ça, les États-Unis ont saisi un navire iranien et en ont détourné 28 autres. Et même si on regarde le premier cessez-le-feu, ça n'a même pas pris 3 heures avant qu'Israël attaque le Liban. En fait, je dis attaque, mais c'est plus une invasion même. Et en réponse, l'Iran a immédiatement fermé le détroit. Donc bref, on a un cessez-le-feu sur papier, mais personne ne le sent réellement. Et par conséquent, personne ne le respecte réellement. Et aussi, ça crée une chaîne d'accusation et d'auto-justification du genre « Vous avez brisé le cessez-le-feu. » Non, vous avez brisé le cessez-le-feu. Oui, mais on a brisé le cessez-le-feu parce que vous avez brisé le cessez-le-feu. Bref, vous voyez, c'est comme un cycle qui s'alimente lui-même. Surtout avec l'ère des réseaux sociaux. Ben, il faut quand même que je pointe, malgré le fait que la situation est décourageante pour plusieurs, malheureusement, c'est assez standard parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, il n'y a pas grand cessez-le-feu qui ont été respectés par les parties. Et tout ça découle des négociations qui ne donnent pas vraiment de progrès. La preuve, si on regarde la semaine passée, durant le premier round de négociation, les États-Unis avaient déployé 1000 troupes de plus à la frontière de l'Iran. Et cette semaine-là, apparemment, ils en ont déployé 1000 autres supplémentaires. Et la raison pourquoi est-ce que je mentionne ça, c'est qu'il y a un principe essentiel en géopolitique qui est que si tu veux savoir comment vont les négociations, perds pas ton temps à regarder les négociants. Perds pas ton temps à regarder les politiciens, regarde toujours où se déplacent les troupes. C'est le meilleur indicateur par rapport à l'état de la situation. Si les troupes commencent à se démobiliser, c'est que le conflit se désamorce. Mais si toutes les troupes sont déployées à la frontière, ce qui est actuellement le cas, c'est signe que les négociations sont en chute libre. Donc là, on peut se demander pourquoi est-ce que les négociations vont aussi mal. Pour le savoir, il faut revenir au post que Trump avait posté sur Truth Social. Donc, déjà, il mentionnait qu'il avait répondu à la requête du premier ministre du Pakistan, pas l'Iran. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même à ce jour, les États-Unis n'ont pas de communication directe avec l'Iran. Tout doit passer par le Pakistan. D'un côté, je veux dire, c'est une bonne chose que le Pakistan soit là. Ça prend souvent un troisième parti. C'est une bonne idée d'avoir un troisième parti dans les négociations, mais quand toutes les communications doivent passer à travers ce troisième parti, ça complexifie extrêmement le processus. Donc, bref, vous comprenez. Et l'autre problème que ça crée, c'est que c'est les cas... Comment est-ce que je peux dire? C'est le cas d'entente. Par exemple, ce qui a été rapporté, comment est-ce que la situation a évolué au tout début, c'est qu'après le premier round de négociations avec J.D. Vance, il y avait une certaine base, une certaine fondation des ententes qui avait été prise entre les deux parties. Donc, essentiellement, l'Iran a compris qu'il allait obtenir toutes leurs demandes et on dit « OK, on va réouvrir le détroit en attendant votre retour, votre approbation. » Une journée plus tard, Trump texte sur Truth Social que l'accord est passé, les États-Unis vont avoir tout ce qu'ils voulaient, l'Iran allait avoir aucune de leurs demandes. À ce moment-là, l'Iran s'éclame « Hey, c'est pas ça qu'on a entendu. OK, on referme le détroit. »
Trump réplique en remettant son blocus, et on est de retour à la case départ. Donc bref, ça crée des cas de téléphone arabe. OK, c'était très mauvais choix de mots, excusez-moi. Mais l'autre problème, c'est que quand tu arrives à la table des négociations, chaque partie doit déterminer s'ils sont en état de supériorité ou d'infériorité, dépendamment de c'est quoi la métrique à regarder par rapport à ce conflit-là. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est que durant la guerre coloniale qui a opposé la France à l'Angleterre, le roi de France est arrivé à la table des négociants, tout fier, bien, au fond de lui, il savait, comme son opposant, qu'il était en position d'infériorité. Il avait perdu plus de colonies que l'Angleterre. Donc oui, il a dû capituler sur plusieurs choses et des fois, c'est une pilule difficile à avaler. Des fois, l'orgueil se met dans le chemin, mais dans ce cas-ci, c'est même pas une question d'orgueil, c'est plus une question d'incompréhension parce que cette guerre-là est asymétrique. Les deux parties ne la mènent pas de la même manière. Les États-Unis voient ça comme une guerre purement militaire, tandis que l'Iran mène la guerre de manière économique. Et dans leur tête, les deux ont gagné. Donc, rendu à la table des négociations, l'Iran demande et font leurs demandes. Et les États-Unis sont comme, mais vous n'êtes pas en mesure de faire des demandes. C'est nous qui avons gagné. On a détruit plus de choses que vous. Et après ça, les États-Unis vont faire leurs demandes et l'Iran répond, wow, c'est nous les vainqueurs dans ce conflit-là. On a monté le prix de chaque baril d'essence à au-dessus de 100 $. Donc, vous comprenez, les deux ne mènent pas de la guerre de la même manière. Les deux ne regardent pas les mêmes métriques. Donc, aucun est capable de capituler. Et le dernier problème que je voulais adresser dans cette vidéo-là, c'est l'absence de leadership à table dans les pièces. Parce que les personnes qui sont autour de la table des négociants n'avaient aucun pouvoir décisionnel réellement. J.D. Vance, le vice-président américain qui représentait les États-Unis, a dû appeler le président Trump 8 fois pour valider chacun des points qui étaient présentés à table. Donc, Trump l'a déployé là-bas, mais il lui a donné aucune autorité décisionnelle. Donc, c'est sûr que du point de vue des représentants iraniens, ils ont plus l'impression d'interagir avec une figure, une pancarte plutôt qu'un chef. Mais pour être juste avec les États-Unis, ne sont pas les seuls à faire face à ce problème-là. L'Iran aussi n'a pas de figure autoritaire présente à table. Et pour comprendre ça, il faut regarder la culture politique du Moyen-Orient. C'est quelque chose de très typique à leur culture. Essentiellement, là-bas, la succession au pouvoir se fait principalement de manière dynastique. Donc, c'est souvent passé de père en fils. Le problème, c'est que ça prend un certain temps avant que les autres figures de pouvoir finissent par reconnaître son autorité au gouvernement. En fait, c'est souvent dit que la première année d'un nouveau dirigeant au Moyen-Orient, c'est un peu comme son baptême de feu. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on va voir des guerres civiles surgir. Même Machiavel, dans son ouvrage à l'époque, caractérisait l'Empire ottoman, encore une fois à l'époque, comme difficile à conquérir, facile à contrôler, qui faisait justement allusion du fait qu'un ancien dirigeant avait un bon contrôle sur son empire, mais un nouveau dirigeant allait souffrir avant d'arriver à ce stade-là. Donc, dans ce cas-ci, on a un nouveau leader suprême, soit Mojtaba Khamenei, mais c'est plus le seul acteur au gouvernement iranien. On a les ministres étrangers comme Kalabaf qui poussent pour la paix, mais à côté de ça, on a le nouveau commandant des gardiens de la Révolution qui, lui, est prêt à continuer le conflit. Et le seul, au final, qui avait réellement le pouvoir et l'influence pour contrôler toutes ces parties-là en même temps et qui avait le pouvoir de prendre une décision unilatérale, c'était l'ancien ayatollah, c'était l'ancien leader suprême. Sa parole était ultime. Sauf que les États-Unis l'ont éliminé et là, maintenant, ils doivent négocier avec un pouvoir décentralisé. Donc, c'est ce qui couvre le topic des négociations en Iran et des potentiels conflits à venir. Dans la prochaine vidéo, on va parler des manifestations au Japon et de la prochaine guerre qui risque d'arriver en Taïwan. Restez des nôtres. Et n'oubliez pas, je vous encourage à faire votre propre opinion. Écoutez d'autres sources d'analyse et sentez-vous libre de contester mes points dans la section commentaires. Aussi, vous connaissez la routine, like, subscribe, tout ça. Bye, prenez soin de vous. Au revoir.